Bonsoir. Alors, on enchaîne avec la troisième épreuve, le dernier jour d'un condamné, l'œuvre la plus difficile que vous avez dans le programme. Étrangement, pour cette œuvre, on a choisi une autre fois le chapitre 48, le célèbre chapitre 48, parce que c'était justement le chapitre qui a été posé l'année dernière. On a donné presque le même extrait, c'est-à-dire il y a même une partie qui est posée dans cet examen et qu'on a eu même l'année dernière. Alors, ce chapitre, il parle tout d'abord de la toilette du condamné qui a été faite dans la conciergerie. Faites attention à la conciergerie. Puis le narrateur est transféré de la conciergerie vers la place de grève où il raconte son transfert, la monstruosité de la foule. Il arrive à la place de grève, il arrête l'exécution. Il demande à faire une dernière déclaration. À vrai dire, il le fait seulement pour gagner un peu de temps. Il est emmené à l'hôtel de ville où il va écrire justement le texte que nous avons ici. C'est pourquoi il nous dit, regardez dans la première phrase, le trajet exécrable est là. Le trajet de la conciergerie vers la place de grève. Il dit la place est là, au-dessous de la fenêtre. Quelle fenêtre? La fenêtre où il se trouve, la fenêtre dans l'hôtel de ville, l'horrible peuple qui aboie, et ainsi de suite. C'est pourquoi il a dit, j'ai demandé à faire une dernière déclaration, on m'a déposé ici. Ici c'est où? C'est l'hôtel de ville. Et où il a écrit tout simplement ce que vous avez dans ce passage. Alors le texte, il parle, tout d'abord il dit voilà, je suis arrivé à la place de grève, puis il fait un retour en arrière lorsqu'il dit voici. Le retour en arrière commence, 3 heures sonnées où? À la conciergerie, où il raconte le début de la toilette du condamné. L'extrait est relativement court par rapport à ce qu'on peut avoir ici à Marrakech, mais bien sûr, parce que cette année est exceptionnelle, on a donné 3 épreuves, donc on a essayé d'être le plus concis possible. Et on a donné le titre, ce qui est également peu commun, seulement pour montrer aux élèves dès le début, s'ils veulent travailler la boîte, voilà le dernier jour et voilà Antigone. C'était le cas pour les littéraires et ça va être également le cas pour les économistes et les scientifiques. Donc vous avez ici le dernier jour. Puis vous avez la première question, c'est une question d'identification. Alors recopiez et complétez le tableau suivant, nom et prénom de l'auteur. Voilà, j'ai écrit la réponse, c'est le célèbre Victor Hugo. Le genre littéraire de l'œuvre, c'est roman à thèse. La date de publication, c'est 1829. Puis ils ont dit lieu où sont exécutés les condamnés, où est exécuté, où sera exécuté notre condamné à mort, c'est bien sûr la place de grève. La place de grève avec G majuscule. D'ailleurs, la place de grève qui actuellement a pris un autre nom. Le nom du lieu où se trouve maintenant le narrateur, il s'appelle actuellement la place de l'hôtel de ville. Ce texte se situe-t-il au début de l'œuvre, au milieu de l'œuvre, à la fin de l'œuvre? C'est une question de situation. Et pour cette question de situation, ils n'ont pas dit situer le passage. Comme d'ailleurs les 3 œuvres, ils ont donné la question de situation la plus facile possible. Soit où c'est au début, comme ici, soit quel est l'événement qui s'est déroulé avant, ou par exemple où on a demandé aux élèves également de dire vrai ou faux par rapport aux événements. Donc ici, il n'y avait pas une question de situation qui était vraiment difficile. Bien sûr, vous avez ici le chapitre 48, donc c'est la fin de l'œuvre. En vous référant au texte, maintenant la question de compréhension, les questions de compréhension. En vous référant au texte, mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. On s'active à préparer le condamné à l'exécution. Bien sûr, vous avez le trajet, vous avez la toilette du condamné, donc on se prépare. Donc vrai. La place où sera exécuté le condamné est vide. C'est totalement faux. Il est plein de gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes. Vous avez la foule. Donc, c'est faux. Le bruit de la foule venait des escaliers. C'est faux. Parce que si on lit le texte, on va trouver que la foule ou le bruit de la foule vient du lieu où il se trouve. C'est-à-dire où il se trouve, c'est-à-dire la place de grève. Donc, à l'extérieur, sur la place. Donc, des escaliers, c'est faux. Donc, vous avez ici vrai, faux, faux. Question 4. Pourquoi est-on allé chercher le procureur du roi? Dans le texte, on trouve que le narrateur a arrêté l'exécution. Mais c'est quoi l'excuse qu'il a donnée? Il a dit, j'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici. Ici, ça veut dire l'hôtel de ville. Et on est allé chercher quelques procureurs du roi, le seul habilité à l'entendre. Parce que le bourreau, normalement, ça le dépasse. Oui, c'est un exécuteur. C'est un tueur, on peut le dire, tueur légal, mais c'est un tueur. Celui qui peut l'entendre, c'est le procureur. Donc pourquoi il a arrêté l'exécution, ou pourquoi on a plutôt allé chercher quelques procureurs du roi, c'est parce que le narrateur a demandé à faire une dernière déclaration.
Question 5. Le narrateur porte-t-il un jugement valorisant, dévalorisant ou neutre sur le bourreau? Il ne peut porter, bien sûr, sur celui qui va lui ôter la vie, qu'un jugement dévalorisant. Et ils ont demandé également de relever un énoncé qui le montre. Mais regardons le texte, peut-être qu'il va faire autre chose. On va trouver que le narrateur décrit le bourreau, c'est lorsqu'il l'a découvert justement la première fois à la conciergerie, lorsque la toilette a commencé. Allez commencer. Il dit, le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il parle ici bien sûr du bourreau. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformés. C'était lui. Remarquez que dans cette description, elle est neutre. Mais la suite, c'était le bourreau, le valet de la guillotine. Le valet de la guillotine, c'est à la fois une métaphore et une périphrase. Et cette expression, le valet de la guillotine, ne peut être que dévalorisante. Parce que celui qui est au service de la guillotine, celui qui ôte les vies, celui qui utilise cette machine de mort pour verser le sang et décapiter les personnes, il ne peut être bien sûr que monstrueux. Donc il est décrit d'une manière dévalorisante. Donc la bonne réponse, décrit d'une manière dévalorisante. L'expression qui le montre, le valet de la guillotine. D'ailleurs, si vous dites que c'est décrit d'une manière neutre, quel est cet énoncé qui va montrer que c'est décrit d'une manière neutre? Normalement, on pose la question sur ce qui sort de l'ordinaire, pas sur ce qui est normal. Puisqu'on a posé cette question, c'est soit que c'est valorisant, soit que c'est dévalorisant, et bien sûr, c'est le bourreau, ne peut être décrit que d'une manière dévalorisante. Question 6. Une question qui comporte d'ailleurs une faute, comme nous allons le voir. Un mot ayant le même sens, alors repéré dans le texte, un mot ayant le même sens que puissante, et un mot ayant le sens contraire de perdu. Alors, un mot ayant le même sens que puissante, ils ont dit de le relever dans les 2 dernières lignes du texte. Un synonyme de puissante. Dans les 2 dernières lignes, on va trouver justement un mot, un adjectif qui est synonyme, parce que pour un adjectif, on doit avoir un autre adjectif qui va faire office de synonyme. Donc, le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. Merci, lui ai-je dit, de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile, je me trouve bien. Forte ici, c'est donc puissante. Voilà l'adjectif qui est synonyme de puissante. Le problème, c'est qu'ils ont dit également de relever un mot ayant le sens contraire de perdu. D'accord? Et on va le trouver, selon cette indication, dans le 2e paragraphe du texte. Lorsqu'on cherche le deuxième, on cherche dans le 2e paragraphe du texte, on trouve j'ai eu beau me roidir, c'est-à-dire me crisper, me raidir, beau me crisper, le cœur m'a failli, c'est-à-dire m'a lâché, m'a abandonné. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces 2 bras rouges avec leur triangle noir au bout, dressés entre les 2 lanternes du quai, le cœur m'a failli. On n'a pas ici un antonyme de perdu. Finalement, où est la réponse? Et bizarrement, à chaque fois que vous avez ce genre de choses, vous allez vous dire, peut-être qu'il y a une faute concernant les paragraphes. Cherchez dans le paragraphe suivant. J'ai demandé à faire une dernière déclaration, on m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends, c'est toujours cela de gagner. Remarquez, gagner, perdu. Sauf que le mot, comme vous pouvez le constater, il ne se trouve pas dans le 2e paragraphe, mais dans le 3e. Et je vous montre ici, attention, la feuille officielle. Ça n'a pas été transcrit sur Internet. Et on a changé la disposition et la mise en page. Vous avez ici la feuille telle qu'elle a été donnée pour les élèves. Et vous pouvez constater que le mot gagner, qui est le contraire de perdu, ne se trouve pas dans le 2e paragraphe, mais dans le 2e paragraphe, mais dans le 3e. Il faut savoir jouer le jeu à ce moment-là. Question 7. Relevez dans le texte 3 mots ou expressions appartenant au champ lexical du temps. Donc ici, on a demandé aux élèves de relever le champ lexical contrairement aux autres. Alors le temps, vous avez ici plusieurs mots, bien sûr, qui appartiennent à ce champ lexical. Et faites attention, 3 mots, ils n'ont pas dit expression. Donc par exemple, vous n'avez pas le droit d'écrire 3 heures. Ils ont dit 3 mots, n'est-ce pas? Comme vous pouvez remarquer. 3 mots. Ah oui, et expression, désolé. Donc on a le droit de relever des expressions. On peut écrire 3 heures. Autre chose, il y a plusieurs mots peut-être. Bizarrement, ils ont demandé 3. Je me demande qu'est-ce qui va se passer pour le barème. Alors, parce que c'est un point, on va diviser un point sur 3. Bon, vous avez ici donc 3 heures. On va chercher d'autres mots qui appartiennent au champ lexical du temps. On va commencer depuis le début pour ne rien rater. Vous avez également, lorsqu'il dit quand,
ça indique le temps. Vous avez même dernière, hein, on peut penser à cela. Vous avez 3 heures, on l'a déjà dit. Il était temps. Voilà, vous avez ici temps. Vous avez également 6 heures. Vous avez semaine. Vous avez mois. Hein. C'est mieux donc de ne pas répéter le mot temps. Vous avez mois, vous avez semaine, vous avez heure, vous avez 3 heures. Bien sûr, ça serait tout à fait anormal d'écrire 3 heures, 6 heures. Hein. Vous allez choisir 3. Vous allez écrire 3 heures et vous allez écrire un autre mot. Hein. Vous n'avez pas répété la même unité temporelle. Vous avez ici semaine ou mois. Voilà pour cette question. On est déjà, bien sûr, comme vous pouvez remarquer, dans la langue. Question 8. Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. Quelle figure de style est exprimée par le segment souligné dans cet énoncé? La voix la plus forte que j'ai pu. Si vous avez bien remarqué, dans cette phrase, il n'y a aucune figure de style. Parce que j'ai dit, ce que je voulais dire parle avec la voix la plus forte que j'ai pu, et que je possède. Quelqu'un qui élève la voix, mais finalement cette voix qu'il va donner, elle est possible. Énumération, il n'y a aucune énumération. La gradation, il n'y a pas de gradation. Donc, le seul choix qui nous reste, c'est hyperbole. Il faut jouer le jeu, hyperbole. Mais il n'y a pas d'hyperbole ici. Pourquoi? Parce que l'hyperbole, on exagère. Lorsqu'on exagère, on arrive à un degré qui est impossible. Alors qu'ici, on n'a pas dit que j'ai dit cela avec la voix d'un tremblement de terre ou d'un fracassement de mur. J'ai dit seulement cela, avec la voix la plus forte que j'ai pu. Donc, ce qui est possible pour moi et ce qui est possible ne peut pas être exagéré. Et il n'y a pas d'hyperbole, mais on doit jouer le jeu. Remarquez que dans cet examen, il y a quand même 2 erreurs claires, celle du paragraphe et celle de la figure de style. Il n'y a pas aucune figure de style ici. Dans ce texte, le condamné obéit presque à tout ce qu'on lui demande. A-t-il raison, d'après vous, d'être obéissant? Il faut dire ici oui ou non. Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. On peut dire ici oui. Il faut toujours, pour répondre à une question de réaction, de donner 2 idées. Oui, la première idée, je veux dire parce qu'il n'a pas le choix. Les autres sont plus forts que lui. Ils sont nombreux. Point. Je peux ajouter également autre chose. Et c'est un criminel. Il a commis un crime. Il doit être exécuté ou il doit être condamné. Il doit accepter la loi et la justice. Je peux dire également non. On va l'exécuter. Donc il doit se défendre. Il doit s'accrocher à n'importe quel espoir et essayer de sauver sa vie. Donc, 2 réponses possibles. C'est une question de réaction. Vous pouvez être d'accord comme vous pouvez être en désaccord. La foule attend l'exécution du condamné avec une grande joie. Et vous avez ici la célèbre question que nous avons pratiquement chaque fois que nous avons le dernier jour et nous avons la foule. On vous dit, est-ce que vous êtes d'accord avec la foule? Ça a été posé presque l'année dernière, n'est-ce pas, dans la production écrite. Ça a été posé également dans un examen de 2014 où il y a la foule. Que pensez-vous de la foule? Et vous avez toujours la même réponse. La foule attend l'exécution du condamné avec une grande joie. Que pensez-vous du comportement? Il faut donner ici un adjectif. Le comportement de la foule, il est monstrueux et inhumain. Pourquoi? Parce que cette foule, elle considère la souffrance du condamné comme un spectacle et un amusement. Vous avez toujours la même réponse. La foule, elle est monstrueuse et inhumaine car elle considère la souffrance et la douleur du condamné à mort comme un spectacle et comme un amusement. Pour la production écrite, surprise, la peine de mort encore une fois. Dans un débat sur la peine de mort, un journaliste déclare: un condamné à mort, ne l'oublions pas, est un être humain. Il mérite qu'on lui donne une 2e chance. Êtes-vous d'accord avec l'opinion de ce journaliste? Le problème ici, c'est que si vous choisissez un sujet comme celui-là, vous allez vous retrouver noyé dans un ensemble, justement, de production écrite préparée à l'avance par les autres. C'est-à-dire, vous, peut-être, vous allez écrire vous-même la production écrite le jour de l'examen. Mais croyez-moi, il y a beaucoup d'élèves qui sont généralement faibles qui vont préparer ce sujet. À ce moment-là, le correcteur ne va pas faire la différence entre une production écrite qui est écrite au in vivo, on va dire, qui est écrite par votre propre style, et une production écrite préparée à l'avance.
Parce que ici, c'est vrai, il faut parler de quoi? Est-ce que le condamné à mort a une deuxième chance? Mais finalement, à un moment donné, on va forcément glisser vers la peine de mort d'une manière générale, les pour et les contre, les arguments, les inconvénients, les avantages, et ainsi de suite. Donc, c'est un sujet quand même qui reste assez déroutant. Il faut généralement l'éviter. Pour les économistes et les scientifiques, je crois que cette année, le sujet sera la torture, sera la punition sévère également envers les criminels. Est-ce qu'on doit, oui ou non, punir les criminels sévèrement? Et pas forcément avec la peine de mort, c'est-à-dire les battre, les frapper, parce que je crois que c'est le chapitre 14 qui sera posé après-demain. Bonne soirée et bonne chance, mesdemoiselles et messieurs.